OK, alors bonjour tout le monde. Bienvenue à la mise à jour économique et financière 2025 du gouvernement du Québec. Aujourd'hui, évidemment, le ministre des Finances, M. Éric Girard, qui va s'adresser à vous et répondre ensuite à toutes vos questions. Il est accompagné de la nouvelle sous-ministre au ministère des Finances, Mme Christine Tremblay. Monsieur Girard, la parole est à vous. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à la présentation du point sur la situation économique et financière du Québec. La performance de l'économie québécoise me permet de vous annoncer de bonnes nouvelles aujourd'hui. Le thème de la mise à jour, protéger notre pouvoir d'achat et notre économie en poursuivant notre gestion responsable des finances publiques. C'est important de donner le contexte. Cette mise à jour arrive dans le contexte de tensions commerciales, de difficultés au niveau du pouvoir d'achat et aussi, il faut bien le dire, de contextes difficiles au niveau des finances publiques dans l'ensemble des pays du G7. Le gouvernement annonce qu'il consacrera 8,3 milliards sur 5 ans pour protéger le pouvoir d'achat et l'économie. 5,9 milliards sont dédiés aux particuliers, 2,5 milliards sur 5 ans sont dédiés aux entreprises. Du 5,9 milliards pour les particuliers, 1,8 milliard sur 5 ans est une réduction des cotisations sociales des travailleurs le 1er janvier 2026. Le régime des rentes du Québec, le taux de cotisation va passer de 10,8 à 10,6 %. Les cotisations au régime québécois d'assurance parentale vont diminuer de 13 %. C'est permis en raison de la bonne santé des régimes et on a des évaluations actuarielles en date du 31 décembre 2024. Pour un travailleur, le gain maximum sera de 137 $. Pour un travailleur autonome, ça peut aller jusqu'à 259 $. On estime qu'en moyenne, ce sera 80 $. Et ça touche 4,7 millions de travailleurs. Également, 4,1 milliards du 5,9 pour protéger le pouvoir d'achat est lié à l'indexation du régime fiscal à 2,05 %. Ce seront les paramètres qui seront indexés pour 2026. Ce n'est pas un automatisme. Je sais que certains d'entre vous regardent l'indexation comme donnée. Sachez que l'île du Prince-Édouard et le Manitoba n'indexent pas leur régime fiscal, que la Nouvelle-Écosse le fait seulement depuis 2025, que l'Angleterre a suspendu l'indexation, que l'Italie ne fait pas l'indexation du régime fiscal. Au niveau des gains totaux pour les particuliers, on parle de l'indexation du régime des rentes, du RQAP, c'est 182 $ par particulier. Peut-être vous demandez-vous ce qu'est un particulier. Un particulier, c'est une personne qui fait une déclaration de revenus. Alors, il y a plus de 7 millions de particuliers au Québec. Les cas types sont disponibles à la page B14. Et par exemple, pour un travailleur qui gagne 50 000 $, c'est 245 $ par année. Pour une famille avec deux revenus de 50 000 $, ce sera 440 $. Depuis 2018-2019, le fardeau fiscal des Québécois a été réduit par notre gouvernement de 7 milliards par année. Ça correspond à 952 $ par particulier. Vous pouvez consulter la page B19. Bien sûr, les principales mesures sont la baisse d'impôts, les deux premiers taux, la taxe scolaire, l'allocation famille et le crédit d'impôt pour les aînés à faible revenu. La poursuite de cette orientation de réduction du fardeau fiscal est une priorité, serait une priorité d'un troisième mandat. Le 2,5 milliards sur 5 ans pour les entreprises est réparti comme suit. 130 millions pour stimuler l'investissement. Ici, on ajoute la déduction pour les bâtiments manufacturiers. Les dépenses en capital pour les bâtiments manufacturiers, vous pourrez les passer à la dépense immédiatement, c'est-à-dire à partir de la date du budget fédéral. L'amortissement accéléré, c'est-à-dire passer à la dépense tous les investissements, et je vous rappelle que c'est une mesure que nous avons introduite en 2018 en collaboration avec Bill Morneau, vise à réduire le taux effectif sur les investissements.
Ça a été annoncé au budget 25-26, mais on attendait la confirmation du gouvernement fédéral qui est venu dans le dernier budget. Ça correspond à 2,7 milliards sur 5 ans. Alors, ces mesures d'amortissement accéléré auxquelles on ajoute les bâtiments manufacturiers, le gouvernement fédéral a appelé ça la super déduction. Alors, permettez-moi d'utiliser le même terme. Et vous pouvez consulter la page B27 pour constater que le taux effectif marginal d'imposition sur les nouveaux investissements au Québec est à 8 %. C'est extrêmement compétitif. Par exemple, l'Ontario est à 11 %. 1,9 milliard sur 5 ans sera accordé pour réduire les cotisations sociales des employeurs au régime des rentes du Québec et au régime québécois d'assurance parentale. C'est 280 000 employeurs et en moyenne 1 500 $ par employeur. Et également, 1er janvier 2026. C'est l'avantage de ces mesures. Elles sont effectives immédiatement en janvier 2026. 400 millions pour le développement économique régional, notamment 255 millions pour un congé temporaire de taxes sur la masse salariale, le Fonds des services de santé, le taux sera à 0 % en 2026 et en 2027 pour les secteurs de l'agriculture, la foresterie et les pêches. Ça va aider à soutenir en emploi 134 000 travailleurs, en moyenne 10 000 $ par entreprise, mais 43 000 $ par entreprise dans le secteur de la foresterie. Il y a également une mesure qui est extrêmement importante, 65 millions pour protéger le crédit d'impôt Gaspésie et régions maritimes. Le gouvernement annonce également harmoniser son régime fiscal avec le fédéral et annule la hausse de taux d'inclusion du gain de capital. En tout, avec la super déduction pour amortissement qui a été annoncée au budget 25-26, l'indexation, le développement économique régional, les diminutions de cotisations au régime des rentes et au régime québécois d'assurance parentale, c'est près de 11 milliards sur 5 ans pour protéger notre pouvoir d'achat et notre économie. Au niveau des finances publiques, le gouvernement réaffirme son engagement à l'égard du plan de retour à l'équilibre budgétaire en 2029-2030. Nous sommes le seul gouvernement avec des mesures explicites aux revenus et aux dépenses, un plan crédible pour revenir à l'équilibre budgétaire. Je vous rappelle que la définition du solde budgétaire du Québec est la plus conservatrice en Amérique du Nord parce qu'on y va après contribution au Fonds des générations, mais lorsqu'on veut comparer avec les autres provinces, par exemple à la page D18, vous devez utiliser le solde comptable. La croissance économique plus forte de 2024, la révision à la hausse du PIB nominal de 2025 entraîne une amélioration des revenus autonomes sur l'ensemble du cadre financier. Pour 2024, nous avons appris récemment que le PIB réel a été révisé de 1,4 à 1,7 %, le PIB nominal de 5,3 à 5,9 et c'est important de dire que cette révision est liée à une hausse des investissements privés en 2024. La situation financière du Québec est plus favorable, c'est-à-dire que le solde budgétaire comptable, ça avait déjà été annoncé au compte public, était révisé de 2,9 milliards à la baisse pour 24-25, 0,8 % du PIB, et de 1,5 milliard, qui nous amène autour de 10 milliards en 25-26, c'est 1,5 % du PIB, le déficit en 25-26, et je vous souligne que nous sommes directement sur la moyenne canadienne. Ça part de 2,6 % en Colombie-Britannique, ça va jusqu'à 0,3 % en Saskatchewan. Et à 1,5 %, le Québec fait face à les mêmes difficultés que l'ensemble des provinces canadiennes. S'il y a une page que vous devez regarder, conserver, la page A19, l'ensemble du cadre financier qui montre quoi? Que de 25-26 à 29-30, les dépenses vont devoir croître de 2 % parce que les revenus vont croître de 3 % et qu'on doit revenir à l'équilibre budgétaire. C'est mathématique. Peut-être allez-vous dire que 2 % c'est insuffisant.
Sachez qu'au gouvernement fédéral, ce sera 1,5. En Ontario, 1,2. Le poids des dépenses dans l'économie, à la page A18, est à 26 % présentement. Nous devons, en maintenant un niveau de dépenses de taux de croissance de 2 % par année, revenir à 24,3 % qui permettra de revenir à l'équilibre budgétaire et d'être au niveau qui précédait la pandémie. Au niveau de la dette nette, là, je compte sur vous, chers journalistes, pour répandre la bonne nouvelle, parce que j'entends souvent les gens dire que c'est incroyable comment l'endettement du Québec s'est détérioré. La dette nette du Québec au 31 mars 2026 est à 40 % par rapport au PIB. C'est un niveau inférieur au 31 mars 2019, c'était 43 %, et au 31 mars 2020, c'était 41 %. La dette nette du Québec en proportion de l'économie est inférieure au niveau où elle était lorsque nous sommes arrivés au pouvoir. La situation économique du Québec, page A21. La situation économique du Québec est perturbée par des bouleversements géopolitiques, économiques et technologiques. Les tensions commerciales réduisent les exportations et les investissements, augmentent l'incertitude et donc ont le potentiel, si ça perdure, si ça devient permanent, ces tensions commerciales, si nous avons des tarifs de manière permanente, le PIB potentiel du Québec serait affecté d'une manière permanente. C'est illustré à la page F9. Le Québec est néanmoins extrêmement bien positionné, a un potentiel économique exceptionnel, notamment au niveau de l'économie du savoir. On a des capacités au niveau de, par exemple, la cybersécurité, l'intelligence artificielle. On a de grandes universités. Alors, ça va au-delà de ce qu'on entend, qui sont souvent les mines, le secteur de l'énergie. Il est important de constater les progrès faits depuis que nous sommes au pouvoir. L'évolution du PIB par habitant, l'écart avec l'Ontario était à 15,9 %. Lorsque j'ai fixé la cible de 10 % en 2026, j'avais de la misère à y croire moi-même. Nous sommes à 10,2 % à la fin 2024. C'est une progression exceptionnelle que vous pouvez constater à la page A13. Le revenu réel disponible a cru de 9 % entre 2018 et 2024 au Québec versus 5 % pour le reste du Canada. Nous avons un ratio d'endettement inférieur à la moyenne canadienne, un taux d'épargne supérieur. Les mises en chantier propulsées par la baisse des taux d'intérêt sont en hausse de près de 25 % en 2024 et en 2025. Je remercie l'ancienne ministre de l'Habitation, c'est-à-dire Mme Laforêt, ma collègue qui est maintenant au Trésor, les mesures qui ont été faites au niveau des affaires municipales puis de la Société de l'habitation pour faciliter la construction avec la baisse des taux d'intérêt propulsent les mises en chantier. Nous avons aussi le plus bas taux de chômage au Canada, le plus haut taux de participation chez les 15-64 ans. Le Québec est en bonne position. Somme toute, le Québec a fait preuve de résilience en 2024 et 2025. Oui, il y a des risques pour 2026, notamment la renégociation potentielle de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Il y a des risques que la faiblesse au niveau des exportations se propage à l'ensemble de l'économie. Mais au-delà de ces risques, l'économie du Québec est extrêmement résiliente. C'était ma 8e mise à jour, 9 si on compte le portrait durant la pandémie. Il y en a eu une 9e en juin 2020. Moi, je m'en souviens, en tout cas ceux qui étaient là aussi probablement. J'aimerais vous remercier, les journalistes, pour votre couverture exceptionnelle de l'économie du Québec et des finances publiques. Pour moi, certainement, être le fiduciaire des finances publiques du Québec, c'est un privilège. Les finances publiques sont en ordre. L'économie est résiliente. Le plan de retour à l'équilibre budgétaire est crédible et on va l'exécuter. Merci beaucoup. Ça me ferait plaisir de prendre vos questions. Merci, Monsieur le ministre. On va commencer tout de suite avec Jean-François Poudrier, nouveau.
Bonjour, Monsieur le ministre. Dans les circonstances avec Donald Trump, les tarifs, est-ce qu'on a évité le pire selon vous? C'est-à-dire qu'en 2025, d'abord, il y a toujours la question, il y a l'annonce des tarifs, puis le moment où ils entrent en vigueur. Ensuite, il y a le fait qu'on a quand même eu un vent d'eau exceptionnel en 2025. On a du stimuli fiscal, on a du stimuli monétaire, on a des effets de richesse avec la hausse des marchés boursiers au niveau de l'intelligence artificielle. Alors, certainement que pour 2025, lorsqu'on regarde l'ensemble des composantes de l'économie québécoise, on fait beaucoup mieux que prévu. Vous aviez dit également que, compte tenu du fait que les tarifs, ça n'aide pas nécessairement l'économie américaine en principe, est-ce que vous gardez les mêmes projections pour ce qui est des tarifs que Trump pourrait imposer, ou vous pensez que ça va durer plus longtemps et que ce sera plus élevé que ce qu'on avait prévu au cours des prochains mois, des prochaines années? C'est-à-dire que ça va dépendre de ce qui va se passer avec l'accord Canada, États-Unis, Mexique. Certainement, il est possible qu'on ait des tarifs qui perdurent, c'est-à-dire au budget, on avait dit que ça devrait durer 2 ans, puis 2 ans, ce n'était pas un hasard, là. Ça nous amène aux élections de mi-mandat. Et loin de moi la prétention de savoir ce qui va se passer aux élections de mi-mandat. Mais c'est possible qu'on ait des tarifs plus bas que prévu, parce qu'au début, on parlait beaucoup de 25 % l'ensemble de l'économie. Et puis là, on a à peu près un taux effectif de 7 % Alors, c'est possible puis on a vraiment bon espoir que les tarifs diminuent, notamment dans le secteur de l'aluminium. C'est possible qu'il y ait des tarifs pour une période plus longue, mais que leur ampleur soit moindre et donc que l'économie arrive à s'ajuster, se diversifier. Caroline Plante, La Presse canadienne. Bonjour, excusez-moi. Bonjour. Est-ce que vous estimez, M. Girard, que vous répondez bien à la commande du premier ministre qui était de soulager le portefeuille des Québécois quand on voit qu'un gain moyen de 182 $ par particulier, que c'est quand même assez modeste? Est-ce que vous estimez que vous répondez bien à sa commande? Mais, vous savez, le premier ministre et moi, on est très bien alignés. On est assis, j'ai le privilège d'être assis à côté de lui au Conseil des ministres. Je lui écris tous les dimanches. Il faut trouver le bon équilibre. On a un plan de retour à l'équilibre budgétaire qui est nécessaire pour les générations futures et puis pour continuer à investir en infrastructure. Et puis là, on a un geste qui est peut-être d'une moindre ampleur, mais qui arrive extrêmement vite, là. Janvier 2026, c'est très bientôt. Et donc, il va arriver à un moment opportun. Il ne peut pas être plus loin de l'élection aussi. Est-ce que vous calculez, comme le premier ministre le fait, qu'il y aura dans l'industrie forestière des pertes d'emplois à la hauteur de 30 000, qu'il y aura 30 000 emplois perdus dans cette industrie-là? Je pense que ce que le premier ministre a voulu dire, c'est que si les tarifs restaient au niveau de 46 % ça va être très difficile. On ne le sait pas. On compte sur le gouvernement canadien. Les négociations ne progressent pas présentement. On compte sur le gouvernement canadien pour réduire ces tarifs-là. Et s'il y a des progrès, bien, les scénarios les plus difficiles ne se matérialiseront pas. Et en attendant, on arrive avec une excellente mesure de réduire les cotisations au fonds des services de services de santé. Je ne suis pas trop sûr s'il y a un S quelque part, là. Fonds de services, on appelle ça le FSS au ministère des Finances. Mais je vous épargne les acronymes. Janvier 26, 43 000 $ par entreprise, ça va aider, là. Le 30 000, juste pour préciser, le 30 000, c'est un chiffre que vous trouvez probable? Non, je n'ai pas dit ça. En fait, on ne connaît pas la probabilité que les tarifs effectifs de 46 % vont être maintenus pour une longue période. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que dans les scénarios les plus adverses, ça va être très difficile et qu'on compte sur le gouvernement canadien qui mène les négociations commerciales pour réduire ces tarifs. En attendant, parce que les négociations ne progressent pas, on arrive avec des mesures et on va aider un grand nombre de travailleurs dès janvier 2026. Merci. Rémi Nadeau, Le Journal.
Bonjour. Et Rémi, tu avais l'air à tout savoir sur la mise à jour ce matin dans le journal. Tu as encore des questions? Oui, j'ai des questions. Je reviens sur le portefeuille. Ça semblait acquis que M. Legault voulait bouger sur le prix de l'essence pour réduire l'écart entre ce qu'on paye ici et, par exemple, l'Ontario. On voit qu'il y a comme une injustice, là. Alors, je comprends que M. Legault avait dit on ne va pas prendre de l'argent du fonds vert, c'est contre-intuitif, mais il y a d'autres tiroirs là, de l'État québécois là, pour aider. Donc, qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de ne pas bouger là-dessus et de faire en sorte donc, que les Québécois continuent de payer beaucoup plus cher le litre que leurs voisins? C'est une question qui va dans plusieurs directions. J'irais même jusqu'à dire qu'elle est circulaire. C'est-à-dire que ce que j'ai entendu dans l'élection dans Arthabasca, il y avait des promesses qui allaient jusqu'à l'ordre d'1,5 milliard par année, mais c'est pas responsable. On a un plan de retour à l'équilibre budgétaire et on a regardé des mesures où on faisait des gestes ciblés au niveau de l'essence, mais c'était pas... ça atteignait pas la cible qu'on voulait. Puis je vous rappelle qu'on est toujours entre l'urgence puis le long terme. À long terme, on a eu beaucoup de pression pour réduire la taxe sur l'essence, mais vous devez être conscient aussi qu'il y a des gens qui réclament des hausses de la taxe sur l'essence, là. Pas nécessairement dans votre journal, mais si j'en lis un autre, là, il y a une éditorialiste qui réclame fréquemment la hausse de la taxe sur l'essence. Il y a Luc Godbout qui dit que la taxe d'accise, la taxe sur les carburants du Québec n'a pas été indexée. Alors, on a des gens qui disent de l'augmenter, on a d'autres qui nous disent de la baisser. Nous, on agit de façon responsable. On pense que la meilleure des solutions ici, c'est de ne pas bouger sur la taxe sur l'essence. On fait d'autres gestes, par contre. Si vous regardez l'ensemble de ce qu'on a fait, réduire les impôts, bonifier le crédit d'impôt pour aînés, baisser la taxe scolaire, réduire les taxes sur la masse salariale. L'ensemble, le Québec a un désavantage compétitif au niveau des taxes sur les masses salariales. Alors, on agit directement pour stimuler la compétitivité des entreprises québécoises. Est-ce que ça pourrait être partie remise au budget de bouger là-dessus? Parce que c'est vraiment quelque chose qui fait très mal quotidiennement au portefeuille des Québécois. Je ne voudrais pas vous donner une réponse banale, là, mais le budget, il n'est pas fait. OK? Là, aujourd'hui, la mise à jour. OK, c'était tellement court que je vais poser l'autre question. Donc, c'est pourquoi faire le choix de prendre la cagnotte du fonds vert et de la mettre dans le fonds des générations? Très simple. Parce que si... D'abord, il faut rappeler que la majorité de ces surplus-là précèdent notre arrivée au pouvoir. Si on utilise le surplus du Fonds d'électrification des changements climatiques, qui s'est déjà appelé le Fonds vert lorsqu'il avait des problèmes de gouvernance. Okay? Si on utilise le surplus, on va augmenter la dépense du gouvernement. Et lorsqu'on est en déficit, la dernière chose qu'on veut faire, c'est augmenter la dépense. Donc, depuis 7 ans, nous n'avons pas utilisé ce surplus-là parce que ça aurait augmenté la dépense. On n'a pas l'intention de l'utiliser dans l'avenir. Donc, on le met sur le fonds des générations, ça réduit la dette brute, ça nous donne de la marge de manœuvre à long terme qui bénéficiera à l'ensemble des Québécois. Charles Cavalier, donc, je veux juste être clair, là, ça s'en va dans le fonds des générations parce qu'il y a eu un peu d'incertitude. Les surplus annuels futurs pourront aller au fort ou dans le fonds des générations, mais le surplus cumulé, le 1,8 milliard, fonds des générations. Charles Cavalier. Juste pour revenir sur la taxe sur l'essence, est-ce que vous avez eu des pressions? Est-ce qu'on vous a demandé de la diminuer? Puis j'imagine que vous avez calculé le coût, combien ça... Vous l'avez sûrement fait, le scénario de comment ça coûterait de baisser la taxe sur l'essence? Je vous confirme qu'au ministère des Finances, on fait de nombreux scénarios. On l'a regardé. Je vous le dis que ce qui a été promis par certains partis politiques durant l'élection d'Arthabasca coûterait 1,5 milliard par année. Sur les travailleurs forestiers, je vais aussi revenir là-dessus. Là, je veux juste être bien certain de comprendre la position de votre gouvernement. Si les tarifs restent à 45, ou vous avez dit 46 % sur le bois, est-ce que c'est inévitable de perdre ces 30 000 emplois-là malgré les mesures?
J'ai vraiment pas dit ça. OK. Mais Ce que pour j'ai ça que je dit, veux c'est être certain que de dans la comprendre. mesure où les tarifs sont permanents, Oui. ça va être difficile. À ce niveau-là, c'est difficile. On ne peut pas... on n'a pas de certitude. On sait qu'il y a des efforts pour accroître l'utilisation du bois canadien ici, au Canada, au Québec. Il y a des efforts pour diversifier les marchés. Les consommateurs américains, là, présentement au Canada, on peut dire que l'inflation est sous contrôle. On est revenu à la cible de 2 %. Aux États-Unis, on traîne autour de 3 % et l'effet des tarifs, il y a plusieurs économistes qui pensent que l'inflation, en fait, elle va graduellement monter un peu aux États-Unis. Alors, il y a beaucoup de pression sur le coût de la vie aux États-Unis. Et il est possible que les consommateurs américains n'apprécient pas que le prix du bois demeure aussi élevé en raison de tarifs. Alors, nous, on a confiance en notre industrie, on veut l'aider, puis c'est pour ça qu'on arrive avec des mesures immédiatement en janvier 26. 30 000 emplois, est-ce que c'est une projection qui vient du ministère des Finances? Non, 30 000 emplois, je pense que c'est un ratio en proportion de l'ensemble des emplois du secteur. Puis là, c'est évidemment le secteur élargi, là, première transformation, deuxième transformation. Alors, ça inclut, par exemple, contreplaqué, meubles, armoires. Le dénominateur est beaucoup plus gros, là. La mesure qu'on fait, nous, c'est pour le secteur primaire. Rémi Léonard, Le Soleil. Bonjour. Concernant la cotisation de RRQ, c'est une mesure pour soulager donc le portefeuille. Vous disiez 80 $ en moyenne, mais je me trompe, où plus on cotise, plus on bénéficie. Donc, un travailleur à faible revenu, par exemple, ne pourrait pas aller jusqu'à 80. Donc, il y a pourquoi c'est le choix il y a un plafond là, autour de 70 000, puis le salaire moyen au Québec est autour de 60 000. Donc, en moyenne, les gens sont très près sont à 60-70e du maximum de cotisation. Mais si on fait en bas de ce revenu-là, on serait en bas du 80 $ d'économie. Bien, définitivement, parce que c'est une cotisation qui est fonction de la masse salariale. Parfait. Puis pour le secteur forestier, est-ce que le message envoyé, c'est carrément que le gouvernement fait un effort dans les dernières années, puis que c'est maintenant au fédéral à déployer plus de mesures de soutien? Le fédéral a offert des prêts, des garanties de prêts. C'est un peu ésotérique, là. On a entendu le mot milliard, prêt, garantie de prêt. Il y a combien d'argent qui est descendu dans les entreprises en date d'aujourd'hui? Pas grand-chose. Nous, on arrive avec une mesure effective. Janvier 2026, 43 000 $ en moyenne par entreprise. Merci. François Carabin, Le Devoir. Je veux juste me permettre vous permettre de préciser. Vous dites, en gros, que le fédéral n'en fait pas assez pour le milieu forestier? Je vous dis que notre mesure est plus efficace et rapide d'action. Puis que si j'avais des difficultés avec mon bilan, si j'avais une entreprise puis que j'avais des difficultés avec mon bilan, d'augmenter les prêts ne serait pas mon premier choix. Tantôt, en parlant de l'indexation du régime fiscal, oui. Vous avez dit que c'est une mesure qui peut pas être plus loin de l'élection. Est-ce que vous voulez éviter... Non, je parlais des taux de cotisation. Pardon, taux de cotisation. L'indexation, c'est toujours le 1er janvier. C'est pas moi qui ai choisi ça. Mais ça ne peut pas être plus loin de l'élection. Est-ce que vous voulez éviter de donner l'impression que vous faites un cadeau aux Québécois en année préélectorale? Et qu'est-ce que ça veut dire pour le budget de mars prochain? OK. Alors, c'est très important. Le régime québécois d'assurance parentale, le régime des rentes du Québec, c'est financé par les cotisations des travailleurs et des employeurs. Alors, c'est parce que les régimes sont en bonne santé au 31 décembre 2024 qu'on peut réduire les cotisations. Donc, on redonne aux Québécois ce qui leur appartient, là. Mais vous voulez quand même, ce que je décode là, de ce que vous nous dites, c'est que vous voulez éviter de donner l'impression qu'il y a un cadeau ou un chèque ponctuel qui est fait aux Québécois en année préélectorale. On est quelle date aujourd'hui? 25 novembre. 25 novembre. Je veux avoir une mesure qui est efficace le plus rapidement possible. 1er janvier 2026.
Rapidement sur Le budget, j'ai rien à dire sur le budget. Écoutez, si vous permettez, je vais prendre 2 journées de break lundi, mardi prochain, puis on repart sur le budget mercredi. pour les dépenses effectuées par le ministère de l'Environnement, Oui. vous calculez qu'il y a une baisse des revenus du fonds vert anticipée là, l'année prochaine de Oui, 270 on transige millions. beaucoup plus près du plancher. Hein? Vous savez, on a eu des adjudications autour de 50 $ canadiens récemment. Avec ce qui se passe dans le monde, on est beaucoup plus près du plancher de 40 $. Comment ça va se traduire dans les dépenses du ministère de l'Environnement? Comment ça va se traduire? Est-ce qu'il y a un problème, Louis? D'accord. Non, parce que je voulais être sûr. Là. C'est quoi la question? Comment ça va se traduire dans les dépenses du ministère de l'Environnement dans son plan pour une économie verte? Bien, essentiellement, au niveau du fait qu'on dépense les revenus. Alors, s'il y a moins de revenus, il y a moins de dépenses. Merci. Sébastien Desrosiers, Radio-Canada. Bonjour, M. Girard. À la section F, vous présentez des scénarios alternatifs, dont un scénario de récession qui menacerait, selon ma compréhension, le retour à l'équilibre budgétaire. Considérant le caractère périlleux de la renégociation de l'accord Canada-États-Unis-Mexique, à combien évaluez-vous les chances que ce scénario-là se concrétise? Bon. Là, on rentre dans les statistiques qui font partie de ma formation académique. Je remercie les nombreuses universités. On est un événement à faible probabilité, à haut impact. Alors, si vous multipliez une faible probabilité par un impact élevé, ça peut être épeurant. Okay? Mais la probabilité, il n'est pas dans l'intérêt des États-Unis de se retirer de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Les chaînes d'approvisionnement sont intégrées, l'économie est intégrée, ce n'est pas dans leur intérêt. Et normalement, des tarifs, ça baisse la production puis ça monte les prix. Alors, ce n'est pas bon pour l'économie américaine. Donc, c'est très peu probable que les Américains se retirent complètement de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Mais si c'était le cas, bien, ce serait difficile pour l'économie canadienne, c'est bien certain. Vous avez dit également, concernant une éventuelle réduction d'impôts, une réduction du fardeau fiscal serait une priorité d'un 3e mandat. Oui. Est-ce que, considérant les prévisions de croissance économique qui ont été revues à la baisse, est-ce que c'est souhaitable ou même faisable de diminuer les impôts au Québec? Bien, écoutez, je vous ai donné une orientation de ce que pourrait être un 3e mandat. Là, on est dans la 4e année du mandat actuel. On est passé à travers une pandémie, une crise d'inflation, une guerre tarifaire. On a un plan de retour à l'équilibre budgétaire crédible. C'est certain qu'il va falloir revenir à l'équilibre budgétaire avant de faire des gestes significatifs au niveau du fardeau fiscal. Coûte que de réduire les impôts? Bien, je pense qu'après 7 ans, vous pouvez voir une orientation, une tendance dans ce gouvernement à réduire le fardeau fiscal des Québécois. Là, je vous l'ai mentionné, il est en hausse, le revenu réel disponible des Québécois est en hausse de 9 % depuis 2018, c'est 5 % au Canada. Alors, toutes choses étant égales par ailleurs, ce gouvernement, les entreprises privées, l'économie québécoise ont permis aux Québécois de mieux faire que le reste du Canada. Et c'est définitivement le même genre d'orientation que nous aurions dans un 3e mandat. Merci. Gabriel Côté, QMI. Oui, bonjour, M. Girard. Bonjour, bonjour. Tout à l'heure, vous avez eu des bons mots pour les journalistes. Puis bien sûr, on bien vous sûr. en remercie. Cependant, encore une fois, dans le plan, il y a rien pour une aide aux médias, un secteur qui est en crise. Pourquoi? Puis est-ce qu'éventuellement, vous allez faire quelque chose? Bien, éventuellement, ça, je ne me prononcerai pas là-dessus. Tant pour les médias que l'ensemble des secteurs, que le fardeau fiscal. Aujourd'hui, c'est la mise à jour. Les mesures principales sont au niveau des cotisations de masse salariale. Ça aide les entreprises de l'ensemble de l'économie, incluant le secteur des médias. Nous avons un crédit d'impôt pour la presse écrite qui est généreux, qui est apprécié. Le gouvernement fédéral s'est inspiré
de notre crédit d'impôt. Et je comprends qu'il y a toutes sortes de discussions au niveau du fédéral et de l'industrie pour chercher des solutions pérennes là, qui peuvent venir tant des revenus, de la publicité. Les crédits d'impôt sur les salaires des journalistes, c'est pas une baguette magique, là. Ça ne résoudra pas tous les problèmes de l'industrie. Dans un autre ordre d'idée complètement, à propos d'Hydro, là, en ce moment, Hydro-Québec verse annuellement au gouvernement un dividende qui correspond à 75 de son bénéfice net. Est-ce que Hydro pourrait être autorisé à verser une plus petite proportion de son bénéfice net pour compenser les hausses de tarifs qui sont plafonnées et qui entraînent des pertes de revenus pour Hydro? Je pourrais partir dans une longue explication, mais je vais simplement dire non. Ah, puis, mais avec des détails, non? Non, ce n'est pas notre intention. Ah, OK. Valérie Gaudreault, Le Soleil. Oui, bonjour. Depuis mars, on a vu les municipalités notamment parler beaucoup d'itinérance. Je vois qu'il y a une bonification de 5 millions pour des mesures hivernales. Est-ce que c'est un peu one shot, là? Ça semble ponctuel à cet hiver? C'est pas récurrent? Ça s'ajoute à 21 millions. Dans le fond, il y avait déjà 21 millions de prévus et il y a un problème d'itinérance et l'hiver arrive, puis le ministère de la Santé nous a signalé qu'ils auraient besoin de 5 millions supplémentaires qu'on a accordés parce qu'évidemment, on est sensible à la situation. Alors, il y a des efforts qui ont été faits pour l'itinérance depuis 2021-2022. Mais ce 5 millions-là s'ajoute à 21 millions dans l'année courante et c'est directement lié à l'arrivée de l'hiver. Donc, un caractère d'urgence un peu, là, oui, 5 millions. Mais on peut penser que ce 5 millions-là sera nécessaire aussi l'an prochain. Voilà, c'est ça, parce qu'il n'est pas pour l'instant récurrent. Qui n'est pas, il faudra que ça vienne au budget. OK. Un mot sur, aujourd'hui commence aussi l'analyse des cibles, de la cible climatique du Québec. Oui. Votre collègue de l'Environnement, Bernard Drinville, met souvent en opposition là, ces derniers jours les pertes d'emploi avec l'atteinte des cibles. Dans quelle mesure vous estimez que ça a coloré le budget, là, cette idée que peut-être le Québec devrait repousser un peu sa cible ou non? Je donnerais crédit à mon collègue qui a bien décrit que c'est difficile pour le Québec puis la Californie de garder le cap. On aurait aimé resserrer les critères de la bourse, faire monter le prix de la tarification carbone. Par contre, on est obligé d'ouvrir les fenêtres puis regarder ce qui se passe dehors et le Québec est en compétition avec l'Ontario, les États du Nord-Est américain, et force de constater que la compétition modifie la donne. Alors, je pense qu'il faut garder notre bourse, garder le cap et voir comment la situation évolue en Amérique du Nord. Et je tiens à le dire qu'une bourse, ça fonctionne bien plus il y a de participants. Idéalement, d'autres États et d'autres provinces joindraient la bourse du carbone de la Californie et du Québec. J'ai l'impression d'un peu comme le premier ministre qu'on est un peu tout seul actuellement à faire des efforts en Amérique du Nord? Bien, je sais que le Canada n'a pas particulièrement bonne presse dans la tarification carbone dans les dernières semaines, mais ils ont conservé leur tarification industrielle. Et le prix est plus élevé que le Québec. Le Québec tourne autour de 40 $. La tarification industrielle du Canada est autour de 90 $. Et donc, les entreprises québécoises seraient avantagées au niveau de la tarification industrielle. Mais encore là, il y a des imprécisions sur là où le fédéral s'en va. Puis il faudra voir. Je pense qu'on est vraiment dans une période d'incertitude difficile. On garde la bourse, on garde le cap et la situation pourrait être bien différente dans 1 an ou dans 2 ans. Tommy Chouinard, La Presse. Bonjour. Oui, bonjour. Ma question, justement, fait suite à cette observation sur le marché du carbone. J'en comprends, j'ai pris bonne note qu'il y a une baisse de 279 millions des dépenses pour le plan pour l'économie verte liée à la réduction des revenus attendus du marché du carbone.
entre autres parce que la Californie a déjà annoncé qu'elle allait revoir, si on veut, les règles du jeu, donc soulager les entreprises par rapport aux contraintes environnementales. C'est-à-dire comprends. qu'on s'attendait à ce que les règles soient resserrées et elles ne le seront pas. Bon. Et je comprends que le gouvernement du Québec, M. Girard, va aussi faire les mêmes modifications que le partenaire de la Californie qui est dans le même marché que nous, là, du carbone, on s'entend? Ça, c'est extrêmement technique, les règles du marché du carbone. On a des experts au ministère des Finances. Si vous voulez avoir cette discussion-là, est-ce qu'un resserrement des règles en Californie implique nécessairement un resserrement des règles au Québec? Il y a des nuances, c'est complexe, mais j'aimerais rester sur le grand principe. Dans un monde idéal, d'autres provinces et d'autres États joindraient la bourse. Parce que c'est quoi une bourse? C'est effectuer les réductions de gaz à effet de serre à l'endroit où le coût marginal est le plus faible. Okay? Alors, par exemple, réduire les gaz à effet de serre en Alberta est beaucoup moins dispendieux qu'au Québec. Et donc, une bourse où on aurait d'autres provinces canadiennes, ce serait à l'intérêt du Québec et de la Californie. Je comprends que c'est complexe, mais l'impact financier est quand même extrêmement important. Là. Sans vouloir... J'ai donné des ordres de grandeur, mais on a transigé jusqu'à 50 $ dans la bourse du carbone et présentement, on est très près du prix plancher à 40 $. Bon. Alors, la baisse de revenus que vous voyez, c'est essentiellement le prix du marché de la bourse qui est plus bas. Qui est plus bas parce que les contraintes sont parce qu'il y a moins de demandes. Il y a moins de demandes pour des permis de polluer. Mon autre question porte sur un élément de la mise à jour qui répète ce qui était dit au budget. Puis une chose qui ne change pas. Il y a toujours un 2,5 milliards par année à terme à résorber pour atteindre l'équilibre budgétaire. Oui. Là, à ce jour, on ne voit pas de plan. Il y a eu des annonces qui sont faites, donc qui n'ont pas d'incidence sur ce montant-là. Est-ce que, avant les élections, donc au budget, les électeurs et les contribuables vont pouvoir voir quelle est l'intention du gouvernement exactement pour arriver réellement à l'équilibre budgétaire à terme? Donc, identifier où sont les 2,5 milliards. Bien, ce n'est pas lié au contexte électoral. C'est lié au contexte commercial. C'est-à-dire qu'au budget 25-26, moi, j'avais la responsabilité de présenter un plan de retour à l'équilibre budgétaire. Mais j'avais aussi, je vous rappelle qu'on faisait le budget en février 2025. Le président est arrivé en janvier, puis là, on parlait de tarifs à 25 % sur l'ensemble de l'économie. Puis quand j'ai fait l'hypothèse de 10 %, pas vous, mais certains de vos collègues ont fait des caricatures et ont dit que j'avais des lunettes roses. Okay? Alors, je n'étais pas en mesure de faire un plan en pleine guerre commerciale face à une menace de récession qui nous amenait jusqu'à l'équilibre budgétaire après contribution au Fonds de génération. J'ai réussi à nous amener à l'équilibre comptable. Alors, il reste un écart à résorber qui correspond approximativement au versement au Fonds de génération. Et dès que la guerre commerciale est terminée, dès que l'incertitude diminue, on va être en mesure d'identifier la façon qu'on va résorber ça. La principale manière de résorber ça, c'est si le potentiel économique du Québec peut se réaliser s'il n'est pas contraint par des tarifs. L'économie se met à fonctionner à plein potentiel. Les écarts à résorber vont disparaître. Et puis, effectivement, vous avez un point où ce serait bien qu'au rapport préélectoral, il n'y en ait pas. Il n'y en avait pas en 2022. Il y en avait en 2018, des écarts à résorber. Merci. On passe dans le rapport préélectoral. Dernière précision de Caroline Plante. Oui. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'ETC qui ont été coupés en 2025? C'est vraiment une question pour la présidente du Conseil du Trésor. Est-ce que c'est un chiffre qui est public? Je ne pense pas qu'il y a de cible intermédiaire. Je pense que c'est présenté au budget 2026, vu que ça commence en 2025. Mais le chiffre, est-ce qu'il est public? Écoutez, j'ai un chiffre en tête. Je regarde en arrière les gens du cabinet du premier ministre. Est-ce que ce chiffre-là est public? On va vérifier. Mais... On parlait de 2000. Le chiffre 2000 circulait. Là. Où est-ce qu'on est rendu par rapport au 2000, c'est un, je vais dire ça comme ça, là, un bon ordre de grandeur.
Donc, on l'aurait atteint. C'est pas ça que j'ai dit. Vous m'avez parlé de la cible. OK. Là, à ce jour, je voulais juste savoir, à ce jour, on est rendu à combien? À la mi-année, j'ai pas ce chiffre. Merci. Donc, on passerait en anglais. Mais vous avez le bon ordre de grandeur. OK, parfait. C'était tout pour les questions en français? Oui, OK. Kevin Doherty, Québec Chronicle. En anglais? Oui. Moi, j'ai une section anglaise. Allez-y. Okay. You've announced givebacks to households and businesses of $8.3 billion over 5 years. You also talk about the impact of a Trump recession of $8.3 billion. Is that a coincidence, or is that a plan? No. So what we have is alternate scenarios. One alternative scenario is a recession in 2026 if the U.S. were to pull out of the USMCA. So we have a projection of close to 1.1% growth in 2026, and if the U.S. were to pull out, we would be in a recession and have negative growth. But it's not. So there's not. I just noticed that the two figures are the same. That's It's a coincidence. Okay. It's a coincidence, but it's the U.S. pulling out of USMCA is a low probability event with high risk for Canada and Quebec. Yeah, can we elaborate on that a bit? I mean, if you talked about a recession in Quebec, if that happens, obviously there would be a recession in the States. I see already small businesses in the States are hurting because they can't sell to Canada. I mean, the Americans must realize that it would be a problem for them as well, no? Continuing the Trump war. So is your question do Americans feel the tariff war? Yeah, I mean, is that an impact? Is that going to be an impact? Yeah. They are. And in fact, the inflation is more sticky in the U.S. than in Canada. And we've seen recently that coffee price and other food items were an issue in the U.S. And I suspect that comes 2026, there will be more problem with inflation in the U.S. Merci. Franca Mignacos, CBC. Bonjour. Good morning. When it comes to individuals, between the reduction in contributions to the pension plan as well as indexing the tax system, most individuals will only see an average gain of less than $200 next year. What do you say to households who might be disappointed with the measures you have in place? Well, that the economy is performing well, and that the unemployment rate is low, and that there are still job opportunities out there, and that there's the labor market has been extremely resilient. So the government is part of household income, but most of household income come from private revenues. So you feel that you're giving sufficient help to families right now who might be struggling? Where we're doing extremely well is on the timing, because this will be felt January 1st, first paycheck of 2026. So our measures are coming into play really fast. That's good. There are different circumstances. If you earn $50,000, it will be closer to $250, and if you have a family and 2 kids, it will be closer to $450. Averages are total income divided by everybody that is producing an income tax return. Some people there do not work, others are studying. These averages of $182 are additional information that are provided for the purpose of transparency. By the way, I should have said that CDAO has quoted Quebec as the second best province for transparency and the quality of our documents. So that was my own advertising of the CDAO ranking. But the $182 is information. Every personal situation is different.
quickly, on the agricultural sector, I just have a follow-up. On B35, you acknowledged that the agricultural sector in Quebec is at a disadvantage right now because other provinces are not paying a carbon tax. But it does say that financial aid will be provided to them. Why did you take that approach? Again, because it's effective quickly. That Quebec has an issue with payroll taxes that makes businesses less competitive. So it's marginally, when we reduce payroll taxes, we're doing a lot of good to Quebec businesses. And in the agricultural sector, it is the carbon tax, but all the inputs to agriculture have had cost increase. And so we're coming here to support workers, the industry, the competitiveness. It's a general support. Merci. Dan Bonjour. Spector, Global News. So helping out the wallets. You read the whole 25 page in 10 minutes? I read the entire 246 pages. Don't you worry. I ran into him walking in. Yes. Helping out the wallets of the taxpayers is obviously a priority. Why the indexation measure rather than a direct income tax cut? Well, the indexation is every fall economic update, we confirm the indexation because we've known what the inflation was for the past year. So it's a starting point. So we have a debate, and so do we want to index the tax system? Yes, we go ahead. Following that, because of the good performance of the Régime des Rentes du Québec and Régime québécois d'assurance parentale, because the regime are in good health, we were able to reduce these social contributions. Was there any thought of a direct income tax cut, and why not? Given that we're in deficit, need to go back to balanced budget by 29-30, that there are challenges, no. There was no discussion. It's important to say also that Quebecers are benefiting this year from a reduction in income tax from the federal government. So from a taxpayer point of view, whether the tax reduction comes from Canada or Quebec, it helps. So on balancing the budget by 29-30, there's been a lot of talk, of course, about increasing efficiency, but where else can you cut spending to do it faster? Well, the first thing that we need to do is we need to do it progressively. That's why the balanced budget plan is over 5 years. We don't want to do drastic measure. We want to do it gradually. And so if you look behind, if you look at page, that page is very important, page sorry. A18. If you look before the pandemic, expenses of the Quebec government were 24.4% of GDP. They're currently at 26. We know that to go back to balance, we will have to go back to 24.4. So from 26 to 24.4. We do that in 2 years, we're going to create a lot of trouble. We do that over 5 years, it's going to work. So behind us is an average growth rate of expenses of 7%. But the 7% include 11% in 2021 or 21-22. It's not really 7%. It's an explosion during the pandemic. So let me say that behind us is 6% expense growth. In front of us is probably 3% expense growth, like we're seeing this year. And this rate of growth at 3%, which is half of 6%, is manageable, feasible, responsible. Montreal Gazette. Good morning, Minister. I just want to ask you about page B24, which you mentioned there'll be an acceleration, a new bill to speed up infrastructure projects. Oh, yes.
Can you elaborate on that? Excuse me, can you hear me? Yes. Can you elaborate on that? What kinds of projects are we talking about? And is this to be done in sync with the similar bill that the federal government has? Definitely inspired by the bill of the federal government. Ontario and BC have had also similar bills. We've learned from what was imperfect in their version. We're currently in pre-consultation with First Nation, with municipalities, and we would like to table this bill before the end of this session, and we would like to adopt it. I was going to say January, but we're not. I don't think we're sitting in January, so February. And in your The federal adopted it in 36 hours. can you do that? They have a Senate, so we can probably do 24, but we'll take due time. And in your my favorite chapters of your updates are always in the F section where you present alternative economic forecasts. Yes. I find they're excellent reads. Mr. Legault the other day in Beauharnois, when he was announcing his projects, said that there's a very real risk of a recession in Quebec. Do you share his views on that? He also talks about continuing uncertainty. Do you share his view that there's still a risk of a recession? Well, again, I think the U.S. pulling out of USMCA is a low probability, high risk event. So I share the perception that there are risks out there in 2026. Dernière question. Souda Rassi, CTV. Good morning. So when it comes to lowering QPP and QPIP contributions, what justification do you offer Quebecers who could be worried that this could affect their long-term pension stability? When we do that, we table actuarial revision or update. And so we just table the update as of December 31st, 2024. We project over 5 years with salaries, demography, and we estimate, and it's not us, it's fully licensed professional actuaries that say that we have a margin of 33 basis points, and we use 20 today. So we leave 13 basis, the margin is the 13 basis point. There's always, it's a bit technical, but there's always another 10 BP intrinsic to the regime. And all the gains of 2025, because the S&P, the TS6 are up close to 15. The 2025 gains are not included in the general health of the regime. So we're confident that using 20 basis point of a 33 basis point margin at December 31st is reasonable. Just for clarification purposes, when it comes to the tax breaks, it's a $50,000 income household, for example. If it's a bit more, a bit less, what's the difference when it comes to like how much Quebecers can get back? So we provide example. We said for a $50,000. Let me give you the exact number. We said it was $137, and it would be si vous êtes un travailleur autonome. Travailleur autonome, c'est quoi en anglais? Self-employed. $259, thank you. So every fiscal situation is different. We could provide further example if you want. We do all the possibilities, but the QPP is maxed out at $70,000. So the max and the average salary of income of Quebecers is $60,000. So most people will be close enough from the maximum contribution to QPP. Okay, merci. Ben, c'est ce qui complète cette présentation. Merci tout le monde.
Merci beaucoup.